Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon stage que j'avais fait en Thaïlande et qui portait sur l'étude de différentes conditions expérimentales sur le développement embryonnaire des œufs de crabe. Donc, concernant le sommaire, je vais d'abord vous présenter le cadre du stage, le contexte et les enjeux du sujet, vous parler du but de l'étude, des matériaux méthodes, des résultats, des limites d'une discussion, et enfin, je ferai une conclusion sur ce sujet. Donc, tout d'abord, le cadre du stage. Donc, j'étais située dans le golfe de la Thaïlande, dans la province de Nakhon Saenrat, au sein de l'université publique de Bois-les-Lacs, et je faisais partie du groupe de recherche sciences et technologies. Donc, au niveau du contexte et des enjeux de ce sujet, donc le crabe en Thaïlande, c'est une espèce essentielle donc, à l'économie nationale, mais aussi locale. C'est aussi une espèce qui est importante dans l'alimentation en Thaïlande, puisqu'elle fait partie de nombreux plats de cuisine thaïlandaise. Et également, c'est une espèce cruciale pour l'environnement, puisque c'est à la fois un prédateur, une proie et une carnivore. Donc, elle a une place très importante dans la chaîne alimentaire. Donc, cette étude porte principalement donc, sur le Blue Swimming Crab, donc, qui était l'espèce la plus pêchée en Thaïlande de 2019 à 2022. Et on observe depuis les années 60 une décroissance de sa population. Donc, pourquoi cette population décroît? Eh bien, cela peut s'expliquer par trois axes principaux. Tout d'abord, le développement des industries, avec la production donc, de pollution, de métaux lourds et de microplastiques, qui vont avoir une incidence directe sur la santé du crabe, puisque, par exemple, les métaux lourds vont tomber au fond de l'eau et les crabes vont les absorber. Ils vont donc être contaminés. Et donc, cela va avoir des répercussions donc, sur la santé du crabe, mais aussi sur la santé du consommateur, donc des personnes qui vont consommer ce crabe. Les microplastiques, par exemple, peuvent causer des blocages intestinaux, du stress oxydatif, une perturbation endocrinienne et des cancers. Le changement climatique aussi a une grande importance donc, dans cette décroissance de la population, puisque l'augmentation de la température, la diminution du pH ainsi que euh, l'augmentation de la salinité va avoir des répercussions sur les performances reproductrices du crabe. Et enfin, on observe une mauvaise gestion de la pêche, puisque il y a beaucoup de gaspillage de capture et il y a une surpêche et une surexploitation, avec notamment l'utilisation de chaluts et de filets poussants. Donc tout cela s'intègre dans le concept de One Health, donc une seule santé, donc santé animale, environnementale et humaine. Donc, il existe des solutions donc, contre cette décroissance. Donc, tout d'abord, il y a des mesures concernant la réglementation, donc comme l'interdiction de capturer des crabes juvéniles, l'interdiction aux chaluts de pêcher donc à moins de 3 km du littoral, pour permettre aux crabes juvéniles donc, de pouvoir continuer leur croissance sans être pêchés, et aussi une taille des chaluts qui va être limitée pour éviter la surpêche. Et depuis 2002, il y a un projet donc, de banque de crabes qui a été créé et donc, qui est soutenu donc, par les pêcheurs, qui sont les principaux acteurs, qui vont recueillir les femelles gravides qu'ils ont pêchées dans leur filet et les élever dans des aquariums pour faire éclore leurs œufs et permettre donc un développement des crabes juvéniles avant de les relâcher dans la mer. Mais on observe une mortalité qui est élevée dans ces banques de crabes. Et donc, moi, mon projet, ça a été de trouver les conditions donc, optimales pour garantir un meilleur développement possible, pour avoir un meilleur rendement en fait, sur l'éclosion des œufs. Donc, on a utilisé donc, 3 paramètres, la lumière, la température et l'effet maternel. Donc, dans une première expérience, on a voulu étudier l'effet de la lumière sur le développement embryonnaire des œufs de crabe, donc sans la mer. C'est-à-dire qu'on a enlevé les œufs de la mer pour les placer directement en aquarium, donc sans le crabe. Pour la deuxième expérience, on a réalisé donc les mêmes conditions de lumière, mais cette fois-ci avec la mer et ses œufs. Et enfin, pour la troisième expérience, donc on a voulu étudier donc l'effet de la température sur le développement embryonnaire sans la mer, c'est-à-dire en récupérant seulement les œufs. On a pu faire une quatrième expérience donc avec l'effet de la température avec la mer, mais on n'a pas pu faute de temps. Donc au niveau du matériel et des méthodes, donc tout d'abord j'ai analysé la qualité de l'eau, donc la salinité, le pH. Et j'ai observé une goutte d'eau au microscope pour voir si l'eau était parasitée. Voilà. Ensuite, on a acheté donc, des crabes dans le village de pêcheurs à côté de l'université. Donc, on a récupéré donc, des crabes gestantes. Puis, on a pris des mensurations de ces crabes pour s'assurer qu'on avait des lots similaires.
Et ensuite, donc, on a prélevé les œufs à l'aide de spatules métalliques, donc sur l'abdomen des crabes. Donc, pour les expériences, on n'avait pas besoin d'effet maternel. Ensuite, on a préparé donc les aquariums. Donc, on avait installé des bueurs à oxygène et selon les conditions qui étaient expérimentées, il y avait plusieurs préparations. Là, par exemple, sur l'image, on peut voir donc tout en haut donc un aquarium qui va être testé avec la lumière naturelle. Puis en dessous, l'aquarium qui va être testé à l'obscurité et en dessous encore, un aquarium qui va être testé à la lumière artificielle en continu. Ensuite, donc, chaque jour, j'ai compté 100 œufs par aquarium et j'ai déterminé le stade de ces œufs pour voir donc, le développement embryonnaire. Et ensuite, donc, j'ai réalisé une analyse de données. Donc, petit rappel, donc, brièvement, pour rappeler donc, les développements embryonnaires des œufs. Donc, on passe par une stade blastula, puis gastrula, puis l'organogénèse, donc avec le développement des œufs. Et enfin, on assiste donc à l'éclosion avec donc, l'éclosion du premier stade larvaire zoéa. Donc, au niveau des résultats, donc là, il s'agit de la première expérience qui étudie l'effet de la lumière sur le développement embryonnaire des œufs de crabe sans la mère. Et donc, lorsque le nombre d'œufs dans un stade chute, ça veut dire que les œufs passent au stade suivant. Par exemple, ici, pour le jour 1 au stade blastula, on peut voir que tous les œufs donc, sont au stade blastula. Et au jour 2, eh bien, il y a une diminution brutale de toutes les courbes. Et en fait, quand on regarde du coup la courbe, le graphique sur la gastrula, on peut voir qu'en fait, au jour 2, tous les œufs qui étaient au stade gastrula sont passés au stade gastrula. Voilà, et de la même manière, pour le jour 3 au stade gastrula, on peut voir qu'il y a une grande diminution parce que, ça s'explique, parce que du coup, sur le graphique de l'organogénèse, on peut voir qu'au jour 3, tous les œufs donc, passent du stade gastrula à l'organogénèse. Donc, dans cette expérience qui regardait donc l'incidence d'une lumière naturelle, d'une obscurité continue et de la lumière artificielle en continu, on peut voir qu'il y a plus d'éclosions en lumière continue que pour les autres paramètres, donc sur le quatrième graphique. Donc, on a ensuite réalisé une analyse statistique. Et donc là, on peut voir qu'il y a 10 p-values qui représentent une différence significative donc entre la lumière continue et l'obscurité et entre la lumière naturelle et l'obscurité. Donc, on peut en conclure que la lumière continue permet un développement embryonnaire plus rapide, c'est-à-dire qu'on atteint plus rapidement le stade d'éclosion que l'obscurité continue. Et on peut voir que la lumière naturelle permet aussi un développement embryonnaire plus rapide que dans l'obscurité continue. Par contre, l'étude descriptive montre que la lumière continue semble avoir un développement plus rapide que la lumière naturelle, mais l'étude statistique ne montre pas de différence significative, donc on ne peut pas conclure sur ça. Par contre, on peut conclure que la lumière a un impact positif sur le développement embryonnaire. Donc ensuite, pour la deuxième expérience, qui étudiait donc l'effet de la lumière et de l'effet maternel sur le développement embryonnaire, on aurait l'impression que c'est la lumière continue qui semble permettre un développement embryonnaire plus rapide que pour les autres conditions. Par contre, pour le graphique de l'éclosion, c'est finalement l'obscurité continue qui permet un plus grand taux d'éclosion par rapport aux autres paramètres, ce qui est donc contradictoire par rapport à la première expérience. Et donc, dans ce cas-là, on peut se poser la question, est-ce qu'on préfère un développement embryonnaire qui va être plus rapide mais avec moins d'éclosion, ou est-ce qu'on va préférer un développement embryonnaire qui va être plus lent mais avec plus d'éclosion On pourra en parler dans la discussion. Donc ici, par contre, il n'y avait pas de différence significative entre les trois conditions lumineuses. Donc, on ne peut pas conclure que les filles maternelles avaient une estimation du développement embryonnaire. Donc, là, cette absence de résultats significatifs, on va pouvoir l'expliquer dans la petite discussion. Donc, en fait, pour la première expérience, on peut parler sur l'effet de la température sur le développement embryonnaire sans la mère. Donc, ici, on a une évolution du nombre d'œufs pour les deux conditions de température, donc température ambiante et 33 degrés, qui semble suivre la même tendance. Voilà, les courbes se suivent. Par contre, quand on regarde le graphique de l'éclosion, c'est finalement la température ambiante qui semble permettre l'éclosion de plus d'œufs par rapport à la température de 33 degrés. Mais si on regarde attentivement les chiffres, on peut voir qu'on est à 1,6 d'éclosion pour la température ambiante contre 1 pour la température de 33 degrés. Concernant donc les chiffres, on a 2 p-values qui représentaient une différence significative pour le jour 6 seulement, où le développement embryonnaire semble plus rapide avec une température ambiante qu'à 33 degrés. Donc ici, on ne va pas trop pouvoir conclure quant à cette troisième expérience, puisque 2 résultats significatifs ne sont pas très parlants au final. Donc concernant la limite et les discussions de cette étude, donc je vous ai tout répertorié dans un tableau.
Mais pour en parler brièvement des points les plus importants, on peut notamment noter que pour l'expérience numéro 2, donc qui portait sur la lumière et les filles maternelles, en fait, il y avait des conditions de vie pour les crabes femelles qui n'étaient pas optimales. En effet, elles n'ont pas été nourries de la semaine. Elles avaient trop peu d'espace vital, ce qui fait qu'en fait, elles ne pouvaient pas bouger. Et certains membres ont été sectionnés dans les aquariums. Celles qui pouvaient bouger ont mangé leurs œufs. Et au premier jour, il y avait 7 crabes sur 9 qui avaient relâché leurs œufs, qui peut être un signe de stress. Et au jour 6, il y avait 7 crabes sur 9 qui étaient mortes. Donc voilà, l'expérience était déjà un petit peu biaisée à ce niveau-là. Ensuite, pour l'expérience 2 et l'expérience 3, on a observé au bout de quelques jours le développement d'œufs rouges où le développement embryonnaire était stoppé, donc les œufs étaient morts. Donc là, pareil, on s'est un petit peu posé la question de qu'est-ce que c'était. Et aussi, donc, pour l'expérience numéro 3, on a remarqué qu'à 33 degrés, il y avait un développement de parasites dans l'eau qui était plus important. Et donc, cela entraînait la mort des œufs. Ici, je vous ai mis quelques photos. Donc, la première photo en haut à gauche montre donc le développement de parasites dans un œuf. Euh, voilà. Ensuite, juste à côté à droite, on peut voir donc, le développement de champignons ou d'algues sur les œufs qui a causé leur arrêt de développement. Ensuite, en bas, on peut observer donc, la couleur rouge des œufs, donc visible à l'œil nu et visible au microscope. Et enfin, à droite, donc, on a un crabe femelle qui est en train de se nourrir de ses œufs. En fait, pour la conclusion, les conseils qu'on peut donner aux pêcheurs pour garantir un développement lunaire plus rapide de leurs œufs. Donc, tout d'abord, ce serait d'utiliser une source lumineuse plutôt que l'obscurité et plutôt la lumière naturelle. Concernant la température, c'est difficile de trancher, mais potentiellement plutôt une température ambiante qui limiterait le développement de parasites. Pour les filles maternelles, là, on ne peut pas conclure. Il faudrait recourir à l'expérience dans de meilleures conditions. Cette étude a soulevé l'importance des paramètres environnementaux, donc sur le développement lunaire des crânes, mais aussi les contraintes expérimentales, donc concernant la qualité de l'eau, la qualité des aquariums, l'absence de suivi à long terme, qui peuvent limiter la généralisation des résultats. On peut aussi penser aux coûts supplémentaires qu'engendrerait une lumière artificielle continue ou un thermostat pour les pêcheurs. Et donc, d'un point de vue personnel, ce stage a été très intéressant. J'ai été très contente de découvrir donc, l'univers de la recherche au sein d'une université étudiante et de pouvoir connaître le travail des enseignants-chercheurs. Voilà, même si j'ai beaucoup aimé ce stage et la recherche, je me destinerai plutôt à une activité clinicienne. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Voilà, je m'excuse de ne pas avoir été là aujourd'hui. Mais voilà, merci beaucoup et bonne journée.